Voilà, on va y aller. Bonsoir à tout le monde. Bon, on est à notre septième version de webinaire. Le dernier qu'on a appelé Town Hall, c'est donc un peu l'idée que c'est les patients qui vont venir avec leurs questions et leurs demandes. Donc, et nous, on est là pour vous aider et pour pas, et pour éviter qu'il y ait des trop grands creux. Voilà, vous êtes tous des habitués, j'ai vu. Donc, voilà, ici, vous le voyez, le septième. Euh, donc, vous connaissez à peu près le déroulé. Le site web n'a pas changé. Donc, vous trouvez les informations sur l'infothèque. Euh, et donc, les associations, on est toujours demandeur d'avoir des patients, forcément. Alors, si vous avez des questions, le plus facile, c'est de lever la main. Donc, c'est sur réaction et vous allez voir une main qui apparaît et où vous demandez la parole. Maintenant, quand vous parlez, ou tous les webinaires, vous n'avez pas dû parler. Ici, quand vous parlez, il ne faut pas oublier de mettre votre micro, sinon on ne vous entendra pas. Et éventuellement, si vous voulez écrire une question, vous pouvez le faire dans le chat. Mais ici, le but plutôt, c'est de parler de vive voix, disons. On remercie encore nos trois sponsors qui nous soutiennent dans cette organisation. Et voilà, nous allons démarrer alors. Oui, bonsoir à toutes et tous, aussi de ma part. C'est un peu différent que des précédents aujourd'hui parce qu'on vous donnera la parole et vous aurez l'occasion de poser des questions et de partager votre expérience avec des autres participants. Et pour nous y préparer, nous avons récemment distribué une enquête dont nous sommes heureux de partager les résultats avec vous. Donc, on va commencer à donner un peu les résultats de cette enquête-là et comme ça, on a un peu un début pour parler ensemble. Ben voilà, il y a 12 personnes qui ont répondu à l'enquête, dont 9 patients et un aidant proche. La plupart des participants avaient reçu leur diagnostic il y a plus de 3 ans et au moins depuis un an. La majorité d'entre eux, ou d'entre vous souffrent de l'HTAP, mais 3 personnes ont également indiqué qu'elles ne savaient pas de quel type de pH il ou elle souffrait. Et il y a 6 personnes qui ont participé au webinaire, donc 6 personnes qui ont répondu dans l'enquête. Et les webinaires sur le mode de vie étant ceux qui ont attiré le plus les participants, ce qu'on voit aussi dans les nombres effectifs. Et environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré d'avoir plus ou moins bien compris ce qu'est l'HP, quelles sont les options de traitement et comment fonctionne le processus de diagnostic. Nous comprenons que les questions subsistent sur l'essoufflement, la fatigue et les étourdissements et et autres. Vous aimeriez en savoir plus sur les médicaments et les thérapies de soutien telles que l'oxygénothérapie. Et de plus, de nombreuses questions subsistent quand on parle des effets secondaires des médicaments. Donc là, il y a tout le monde qui dit, ou presque tout le monde qui dit qu'elles veulent ou qu'ils veulent en savoir plus. Euh,
On a le sentiment d'être peu ou pas informé sur les nouvelles technologies médicales et dispositifs pour gérer l'HP et sur les essais cliniques en cours. Donc ça, c'était très clair sur les questions. Et les webinaires sur la mode de vie aident, selon les gens qui ont rempli, euh, vous aident à comprendre ce que vous pouvez faire vous-même. Il y a des suggestions de sujets supplémentaires comme quelle est la suite à la maladie et plus d'informations encore sur la nourriture et les boissons. Et parmi les thèmes proposés, nous constatons que la gestion du stress et le contrôle du poids sont les plus indiqués, suivis par le repos et récupération. Il y a peu d'intérêt pour un webinaire sur les aspects psychologiques et émotionnels liés à la vie avec l'HP. Et il est indiqué que l'échange d'expériences serait une valeur ajoutée. En ce qui concerne les aidants informels ou les aidants proches, les questions ne sont apparemment pas si nombreuses. Donc, il semble particulièrement important que l'aidant informel comprendre également ce qu'est l'HP et comment elle affecte le patient. Alors, pour le town hall, vous préférez un format qu'il y a une discussion entre tous les participants, y compris les soignants. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer à faire. Et nous avons également reçu d'autres conseils pour les prochains webinaires, comme comment voyager avec une HTAP, comment évolue la maladie. Donc, on a déjà vu quelques slides passer. Donc, il y a beaucoup de demandes pour avoir un peu plus d'informations sur l'évolution de la maladie. Voilà. Donc, nous souhaitons déjà vous remercier chaleureusement pour vos réponses à notre enquête. Et ça nous a permis de façonner ce dernier webinaire selon vos attentes. Et voici un aperçu des thèmes que nous abordons basés sur vos contributions. Donc, on va parler un peu plus sur la classification, les symptômes et le diagnostic, les aspects pratiques des traitements et les perspectives pour des futurs webinaires. Mais on commence avec un témoignage, euh, celui de Ronnie Scarcet, qui est là et qu'on est très heureux, qui veut partager son expérience avec l'HP. Donc voilà, Ronnie, je vous donne la parole. Voilà. Vous entend pas? Oui, voilà, maintenant. Ok, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc en fait, voilà, je m'appelle Ronnie, comme Wendy vient de le dire, j'ai 58 ans. Et en fait, j'ai une hypertension artérielle pulmonaire décelée depuis 2015, en sachant que je suis né avec une malformation congénitale, donc en fait, de la maladie bleue, des enfants bleus, comme on disait à ce temps-là. Et en 1970, j'ai été opéré. Et suite à ça, j'ai vécu normalement, entre guillemets. Puis, à l'âge de 40 ans à peu près, j'ai commencé à avoir des essoufflements. Et suite à une errance thérapeutique quand même de 4 ans, à ce moment-là à peu près, ou aux environs de 4 ans, donc plus de mois, ils m'ont diagnostiqué que, en fait, la valve qui avait été réparée en 1970 n'existait plus. Donc, de toute façon, si on avait été vers l'hypertension artérielle pulmonaire, le contrôle des pressions, on n'aurait pas su le faire parce que la valve était inexistante. Donc, dans un premier temps, disons, pour soigner l'hypertension, j'ai reçu une homogreffe de la valve pulmonaire. Et un an après, donc comme il n'y avait pas d'amélioration, qu'il y avait encore quelque chose à l'arrière, derrière,
on a pu mesurer les pressions et là, on a décelé l'hypertension artérielle pulmonaire. Et disons que 10 à 15 jours après avoir reçu le premier médicament, ben, ma vie avait déjà changé, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu mon histoire et je pense que c'est probablement l'errance thérapeutique est dans plusieurs cas de, d'autres patients. Ce que je peux dire en fait au niveau des effets secondaires, bon, c'est au niveau des diarrhées constantes et alors des flushs du visage, mais enfin pas encore très important. Les gens ont tendance à me dire que je reviens de vacances chaque fois qu'ils me voient parce que j'ai le teint assez allé entre guillemets. Et voilà, pour le reste, je pense que d'autres personnes se sont reconnues dans ce que j'explique et bon, il y a eu d'autres problèmes entre-temps. Il y a eu une hépatite C qui a aussi porté conséquence. Il y a eu un diabète médicamenteux que je ne savais même pas que ça existait. C'est assez compliqué, quoi. Donc, je suis assez plus porté sur l'hypertension artérielle pulmonaire, mais depuis mes 42 ans, là, ça a vraiment décliné, comme si j'avais passé la ligne blanche. Tout ça pour arriver au dépistage de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et depuis que je suis sous traitement, ben, ça va, quoi. Je ne cours plus, je marche, mais j'y arrive. Voilà. C'est déjà quelque chose. Je pense qu'on court. Exactement. On court plus tout le monde ici. Donc voilà, moi non plus, ça marche, hein. Donc, et Mhm. au niveau diagnostic, ça c'était vite fait ou Ben, il y a eu quand même à peu près 5 ans, quoi, hein. Donc entre les premiers essoufflements et vraiment lorsqu'on a fait le cathé cardiaque avec la prise de pression, parce qu'en fait j'avais déjà eu un premier cathé cardiaque et là ils avaient diagnostiqué que la valve avait disparu parce qu'en 1970, ben, on recréait la valve en cellule de porc a priori. Et elle était tout à fait disparue, était inexistante. Donc, ils ont focalisé là-dessus en se disant, ben, l'essoufflement vient de là. Et ils se laissaient 1 an pour dire que le cœur retrouvait un volume plus ou moins normal, quoi. À Mhm. savoir que le BNP dans le sang était 9 fois supérieur à la normale. Donc, Ouf. le Ouais. cœur a tenu le coup, une chance, voilà, mais pour le même prix. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Et les premiers symptômes, c'était l'échauffement. L'essoufflement, ben oui, je Ouais. travaillais encore à ce moment-là, à travail physique. Donc, je me suis dit, ben, je vais pas en rajeunissance. J'ai toujours fait du travail physique et tout. Et je me suis dit, ben, c'est l'âge, quoi. Entre guillemets, c'est l'âge, quoi. Mais bon, ça devenait un peu embêtant, quoi. Ouais, 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 ça me souvient. Au point que lorsque je rencontrais un technicien, on montait des escaliers, ben, je me retournais, je faisais un peu semblant de rien, le temps de reprendre un peu ma respiration avant de lui parler, d'expliquer le problème de son appareil, etc., quoi. Ouais, je me reconnais vraiment dans ça. Je faisais aussi à la fin que j'avais pas encore mon diagnose, que je rentre dans le travail, il y avait un grand escalier, je montre, et j'allais aux toilettes ou quelque chose pour Mhm. prendre de l'air et après que je pouvais dire bonjour à tout le monde. Donc, Ouais, c'est tout à fait ça, hein. ouais. Mais pour moi, c'était plutôt aussi un touche qui était énervante que je pensais c'était déjà le début et après l'essoufflement qui commençait. Ah ouais, ok, ouais, ouais, moi c'était premier l'essoufflement en fait. Mhm. Mhm. J'avais jamais été confronté, donc voilà, je me dis là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mhm. Mais où, quoi, comment, et il y a eu plusieurs soucis avant de vraiment arriver à l'hypertension artérielle pulmonaire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et quand on parle les classifications, c'était assez vite clair pour toi dans quelle classification tu étais?
que c'était le pH. Allez, C'était l'hypertension artérielle, l'HTAP. Ouais. oui, voilà, c'est ça. Justement, c'est ça qui a été diagnostiqué. Oui. Mhm. Mhm. Ouais. Car ça, on a compris que parfois les gens ne savaient pas très bien, donc j'espère tout le monde ici, vous savez bien, Ben, en ici, oui, en place. fait, où je suis soigné, il y avait une cardiologue qui s'occupait de ça, et qui avait été formée pour ça. Donc, Mhm. elle a reconnu l'HTAP directement et m'a demandé si je la suivais, si je lui faisais confiance pour le restant. Et j'ai suivi avec elle et j'ai continué Mhm. sans problème. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours elle qui me soigne à l'heure actuelle, quoi. Ah oui, ouais, je Mhm. comprends. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour Ronnie, pour nous, je pense, je vois que professeur De Wachter est là aussi. S'il y a des gens qui aimeraient bien dire quelque chose, vous pouvez bien lever la main ou dire, je ne vois pas vraiment. Est-ce que tout le monde, je pense, chez moi, c'était 2 ans avant que j'avais reçu mon diagnostic. Je pense que c'est un peu l'histoire de tout le monde ici euh, que ça traîne un peu avant d'avoir été diagnostiqué. Luc, ta femme, c'était aussi comme ça, je pense. Tu es non, Micro, micro. ouais. Luc, ton micro n'est pas. Non, quand ça a commencé, mes enfants avaient 15 et 16 ans et elles se disaient, oui, à cet âge-là, ils ont de l'énergie à revendre, donc moi, je sais pas suivre, c'est un peu normal. Mais alors, ça s'est amplifié. Alors, on a dit, bon, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Et puis, on a commencé à chercher. Mais effectivement, ça a pris aussi, je sais pas combien de temps, 2, 3 ans facilement. Mhm. Ouais, je pense que chez tout le monde un peu l'idée, hein. Et les symptômes, c'était la même aussi, hein. Disons que dans mon cas, même si ça a duré 5 ans, bon, ça se justifiait parce qu'en fait, aux premières prises de sang, etc., on a découvert une hépatite C qu'il a fallu attendre pour soigner. De là, j'ai fait un diabète médicamenteux, duomédicament pour guérir de l'hépatite C. J'ai fait une embolie pulmonaire, j'ai eu une cardioversion. Donc, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait un sac. J'ai passé de la ligne blanche et le sac s'est ouvert et tout est sorti en même temps, quoi. Ça a été l'un derrière l'autre, quand même. Bon, chaque fois, je suis passé par le chat de l'aiguille. Oui, ouais. Comme tu le dis, c'est vrai. Oui, chez moi, c'était 2 ans, mais ça commençait très, très doucement, l'essoufflement, la touche que j'avais. Enfin, tu vas au médecin généraliste et ça commence avec, OK, on va attendre un petit peu. Alors, il m'a envoyé vers un pneumologue au deuxième ligne. Il me donnait un petit vapeur, ou comme on dit, pour, euh, pour voir si ça marche. Mais bien sûr, ça ne marchait pas du tout, hein. Mais là, tu commences à être dans un petit cercle de nouveau chez le médecin généraliste. Et voilà, et chaque fois, ça prend quelques mois parce que, enfin, moi, j'étais 20 et 29 ans, j'étais jeune, donc tu, Ouais. tu penses, voilà, c'est pas grave, on va trouver, ça va. C'est juste un moment que ça devient très grave, tu penses, oui, je pense quand même, c'est pas normal. Ouais. Et moi, j'avais tout le temps l'idée d'être plutôt dans un burn-out à ce moment-là. Ouais. La chance que moi j'ai eue, c'est que au premier diagnostic, à la première prise de sang, mon médecin généraliste m'a directement envoyé vers un hôpital de la région. Et là, qui m'a traité pour l'hépatite C. Et après est arrivé les sulfurphobes en continu, etc. Et alors, j'ai vu dans le même hôpital un pneumologue. Et là, j'ai fait tout. J'ai eu de l'oxygène à la maison, etc. et tout, comme certains. Et Mhm. bon, ben, ça ne servait pas à grand-chose, vu que
c'était toujours existant. Et là, l'hôpital qui me soignait a été humble en disant, ben, excusez-moi, monsieur Garcet, mais on a fait le tour, faudra aller voir ailleurs, quoi. Mhm. Ils n'ont pas insisté. Une chance, c'est une perte de temps en moins du côté du généraliste et du côté de l'hôpital qui n'avait pas les moyens peut-être de déceler ou qui ne connaissait pas évidemment peut-être ce temps-là l'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà, ça aussi, Oui, ça joue. oui, ça joue. Et aussi le délai des patients. Ça joue aussi. Car, tu retournes chaque fois pensant, bon, si le médecin dit que c'est OK, bah, c'est peut-être moi, hein, qui n'est pas OK. On se connaît quand même. pense- à la fin, je pensais que c'était dans ma tête. Hmm. Donc, je vois Gaëtan, tu voulais... Et bonsoir à tous. En fait, je suis la maman d'une jeune fille qui aujourd'hui, enfin, je suis à côté de mon mari et on a une jeune fille qui s'appelle Valentine et qui a 30 ans aujourd'hui. Notre histoire ne ressemble probablement pas à celle que vous avez vécue parce que Valentine, elle a une petite sœur et il y a 3 ans d'écart et vers 6 ans, j'ai commencé, enfin, on a commencé à se poser des questions parce que notre fille était très essoufflée et plus essoufflée que sa petite sœur. Or, à ce moment-là, elle avait 3 ans et elle 6. Et normalement, c'est l'enfant aîné qui a plus de capacité que la plus Hmm. jeune. Et ça se manifestait, on avait une maison avec des escaliers. La petite montait d'un coup les volets d'escalier et pas notre fille de 6 ans. Donc voilà, puis elle allait à l'école. Et bon, voilà, le professeur de sport me disait, oui, votre fille, bon, je suis d'une corpulence petite, donc mes enfants sont petits, mais bon, voilà. Le professeur de gym me disait, vous savez, je fais courir les enfants 2 tours du terrain, mais pour Valentine, je dis juste un tour parce qu'elle est très essoufflée. Bon, moi j'ai été petite et je le suis toujours, donc je veux dire, il y avait des choses qui me commençaient à me poser des questions. Et puis elle allait à la piscine avec l'école. Directement, ses doigts étaient bleus, ses lèvres étaient bleues. Commençait à me poser beaucoup plus de questions parce que ça, même petite, je n'ai pas eu ce genre de problème. Et voilà, le premier cardiologue qui a, qui a vu Valentine a dit qu'elle avait un souffle au cœur et qu'elle vivrait avec ça toute sa vie. Et ça a duré exactement l'examen, je dirais 10 minutes. Et je suis retournée chez la pédiatre en disant, écoutez, je ne sais pas, j'ai un pressenti que c'est pas tout à fait classique cette histoire. Elle m'a dit, mais allez voir un autre cardiologue à Saint-Luc. Et là, ça a mis 10 mois avant que j'ai eu le rendez-vous. Je pensais pas vraiment que on allait avoir une telle mauvaise nouvelle puisqu'on pensait aller juste se faire confirmer qu'elle avait un souffle au cœur. Et c'est là qu'on nous a appris qu'elle avait une hypertension artérielle pulmonaire primitive. C'était extrêmement grave. Et le diagnostic était très très lourd puisqu'on nous a dit qu'elle vivrait 5 ans. Donc ça a été c'est la douche froide quand on est des jeunes parents. Et voilà, et ce médecin était à Saint-Luc, c'est un cardiologue pédiatrique. Et ça a mis, Ah allez, oui. encore quelques mois avant qu'on ait un contact à Erasme, et on est tombé sur un professeur, et puis après sur le professeur, sur le docteur Vachéry. Et aujourd'hui, elle est passée par toute une série de traitements, et elle est toujours là, et elle vit sa vie, je dirais, le plus normalement possible. Donc, je ne sais pas si elle aurait été contente que je raconte cette histoire, mais voilà, si je pouvais vous donner un petit plus de positif en disant que voilà, grâce à cette équipe, que je tiens vraiment, mon mari et moi, on tient vraiment à les remercier tout au long de notre vie. Ça fait déjà maintenant 23 ans qu'on les connaît. Et voilà, c'est une équipe bienveillante qui ont vu des hauts et des bas avec Valentine. Et voilà, c'était un témoignage puisque c'était le jour où on pouvait parler de ça. Je sais pas si Valentine m'aurait autorisé, mais comme elle est pas là, j'avais quand même envie de témoigner de quelque chose qui était voilà, un peu un espoir, alors que bon, on m'expliquait que c'était une maladie très rare pour les enfants, voire oui, tout à fait exceptionnelle.
puisque généralement, on se rend compte plus qu'on est essoufflé quand on est adulte, ou en tout cas, on peut se réaliser. Donc voilà. Donc j'avais envie de vous partager ce témoignage. Donc voilà. Merci beaucoup, Gatan. Je me demande pour vous, comme parents, je pense que c'était assez dur aussi quand elle devient plus âgée. Oui. Mais mon mari est à côté de moi et on a vécu des moments très intense parce que voilà, quand on vous annonce, donc c'est pas Erasme qui nous a annoncé ça, c'est Saint-Luc, mais avec raison parce que l'année d'avant, il y avait un enfant qui était décédé de l'hypertension artérielle pulmonaire et je crois que le médecin a voulu nous faire comprendre la gravité de la chose parce que on est bien d'accord pour les gens qui ne savent pas qu'on est malade. Si on a un visage normal où on voit pas des rougeurs ou des comme elle a pu en avoir, ben, on croit qu'il y a rien. Et donc ça a été Ouais. en fait une épreuve de parents parce que les gens ne croyaient pas, croyaient qu'on faisait du cinéma, qu'on se plaignait et encore on se plaignait pas trop, mais je veux dire ils ne comprenaient pas notre nos inquiétudes, nos angoisses par rapport à déjà cette échéance qui avait été donnée. Et puis, toutes les années étaient gagnées. Moi, j'ai jamais pensé qu'elle terminerait ses primaires, puis j'ai pas pensé qu'elle terminerait ses secondaires, puis j'ai pas pensé qu'elle ferait l'université. Et elle a brillamment réussi. Aujourd'hui, elle est psychologue clinicienne et elle travaille avec les enfants malades. À croire que voilà la volonté d'aider, enfin de pouvoir aider. Alors, elle a une empathie. On dit toujours attention, pas de transfert, mais je crois qu'elle est assez capable pour ne pas faire de transfert vis-à-vis des petits patients qu'elle a. Mais par contre, elle a évidemment une compréhension de ressenti pour les enfants que personne peut peut-être avoir, puisque c'est assez rare d'être aussi fort malade enfant et de finalement d'être arrivé à l'âge adulte aujourd'hui où voilà, elle peut très bien comprendre et avoir cette empathie. Et quand vous posiez la question par rapport à notre vécu, mon mari et moi, ça nous a soudés, je pense, pour toute la vie. Enfin, j'espère que moi. Et par contre, c'est vrai qu'on a eu des moments très durs. Ça paraît peut-être anodin, mais quand on est parent et qu'en sixième primaire, on vous dit on n'invite pas ta fille parce que bon, elle peut pas aller à la piscine parce que sinon, ou bien voilà, vous n'allez jamais à la montagne. Ben non, non, mais ça nous a jamais paru un drame en soi. Mais c'était un regard qui était Mm. parfois pas toujours bienveillant, à ne pas comprendre, puisque quand on voit d'abord cette petite fille qui est devenue maintenant une super chouette jeune femme, eh bien, ça se voit pas. Et donc, voilà, quand elle dit je suis fatiguée ce soir, je veux pas sortir, ou qu'elle est essoufflée, ou voilà, eh bien, oui, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et c'est cette mécompréhension de l'entourage qui a été parfois un manque de soutien pour nous. Euh, Mhm. et donc, voilà, nous, ici, moi, j'ai été très intéressée par tous ces séminaires, même en tant que très... Bon, maintenant, elle est adulte, donc elle se gère, mais je veux dire qu'on a été pendant des années avec elle à l'hôpital. Et voilà, c'est une histoire de notre vie, quoi, comme vous avez votre histoire. Et il y a peu de gens qui peuvent comprendre tant qu'on n'a pas été confronté à ce genre de vie, d'inquiétude, d'angoisse quand elle est, bon, elle a eu quand même déjà 3 cathétérismes et elle a 30 ans. Bon, voilà, c'est, vous demandez à n'importe quel jeune, c'est plutôt moins fréquent de faire ce genre d'examen à cet âge-là. Et surtout les premiers quand elle était toute jeune, quoi. Donc, avec des angoisses de savoir est-ce que ça va aller, parce que les instruments n'étaient pas adaptés pour son corps. Enfin, bon, bref, on est passé par aussi des moments pas faciles. Voilà. Je peux bien. Oui. C'est, Mais,
quand même un beau histoire à la fin maintenant quand Et tu le... voilà, c'est un peu aussi cette Oui. idée-là que j'avais envie de partager avec vous, c'est que ben voilà, elle s'est mariée cette année. On pensait jamais qu'elle pourrait un jour se marier parce que voilà, est-ce qu'un garçon allait vivre avec une jeune femme qui est malade, qui a voilà, on ne connaît pas l'espérance de vie, et voilà, ça reste quand même une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et voilà, mais c'est fantastique et bon voilà, on ne s'y attendait pas et voilà, elle l'a rencontré il y a 7 ans et si on peut vous partager aussi des bonnes choses, malgré tous les moments qu'on peut Ouais, avoir oui, il parfois dans faut. la vie, voilà, c'est juste un témoignage un peu plus, une belle histoire, même si on est très conscient que, voilà, elle n'est pas encore tout à fait écrite jusqu'au bout pour se dire, voilà, mais toutes les minutes, tous les moments qu'on peut avoir de bons, on les prend. Et donc, c'est une philosophie de vie qui n'est pas toujours partagée avec nos amis. Mhm. Mais c'est une richesse finalement, on en a tiré une richesse de vie. On profite de tout. Et quand ça va pas, eh bien, on est très soudés pour être autour d'elle et voilà. C'est tout ce qu'on peut espérer à tout un chacun et surtout vous de pouvoir être bien entouré. Et je pense que pour ça, l'équipe à Erasme est fantastique. Enfin voilà, je voulais vous partager ça. Oui, oui, c'est Oui, pas cool. merci Gaëtan. En fait, ma femme et moi, on était à l'hôpital avec Marie, et Marie nous dit, tiens, regarde les deux petites filles, une des deux a une tape. Effectivement, sa sœur sautillait, La et plus petite. Valentine était beaucoup Ouais. plus calme. Ouais. Mais ce que vous avez dit, qui est vrai pour vos filles, enfin pour Valentine en tout cas, Ouais. euh, je peux le répéter pour ma femme, en fait, qui avait 50 ans. Et tout ce que vous avez dit, les problèmes avec les autres personnes, parce qu'on Ouais. croit que vous savez faire et vous savez plus le faire. Ouais. Donc, socialement, vous êtes vite isolé, en fait. Ouais. Et donc, c'est le problème des maladies invisibles parce que on voit pas que vous avez une maladie, à peine, à part que vos lèvres sont peut-être un peu rouges. Et si vous avez la prostacycline, vous êtes rouge, alors on vous dit, oui, regardez, cette dame, elle boit, alors qu'elle ne buvait pas du tout, naturellement. Donc, c'est ça qui fait souvent très mal. Et vous avez aussi un peu mentionné ça, en fait, hein. Oui, c'est ça, c'est l'aspect invisibilité, hein. Moi, j'avais aussi, les premiers ans, je n'avais pas l'oxygène. Ben, il n'y a personne qui le voyait. Et j'ai vu que ça a changé vraiment quand j'ai commencé l'oxygène. Tout le monde voyait qu'il y avait un problème à ce moment-là. Donc, qu'avant, on ne voyait pas. Et j'ai aussi eu, quand je traverse la rue, qu'il y a des automobilistes qui disent, mais fais comme ça parce que j'ai trop lent. Je disais, voilà. Donc, je pense qu'on a tous des histoires comme ça. Et euh, j'ai même eu chez la FOD, quand tu dois aller au médecin de contrôle. On conseille. Voilà, la première fois, je n'avais encore rien. Bon, c'était des problèmes, je n'ai pas eu. Après 5 ans, et j'avais l'oxygène et je suis passée. Mm. Donc, voilà, si même les médecins de contrôle ne peuvent pas voyer que si même quand tu ne vois pas dans la personne qui peuvent avoir un problème, donc les personnes qui t'entourent, c'est une réaction normale et on entend partout. Je pense tout le monde ici a une histoire comme ça. Donc, Tout à fait vrai. Et je pense, j'ai deux phrases qui me reviennent à l'esprit. La première, c'était une toute bonne amie qui m'a dit, mais console-toi, ça se voit pas. Je peux vous dire que ça ne m'a jamais consolée, cette histoire. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas accepter ça. Et pendant tout un temps, j'ai plus voulu la voir plutôt que me disputer, ça va à rien. Mais je me dis, elle comprend rien, c'est pas possible. Et puis, j'ai eu la même expérience que vous d'aller auprès du médecin conseil. Il se fait que bon, j'ai été avec ma fille, moi j'avais un livre, ma fille avait un livre, on attendait.
Et quand ils ont vu ma fille, ils ont dit, mais vous venez ici, mais on fait pas du cinéma ici, hein. N'espérez pas que on va reconnaître votre fille comme Ouais. malade. Je dis, écoutez, monsieur, c'est l'hôpital qui m'a demandé de faire cette démarche. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Donc voilà, on m'a dit que je devais suivre cette procédure. Vous avez le rapport. Il se fait que le rapport était ouvert. On dit, quoi, vous avez lu le rapport de votre... Je dis, mais c'est quand même ma fille. On parle de ça dans les années. Attends, elle était en 2001. On a découvert ça en 2001. Mhm. Et j'ai été mais estomaquée de Elle n'était voir. pas au courant. Valentine ne comprenait pas ce qui se passait et heureusement, elle était trop jeune et je modérais chaque fois mes propos, mon langage pour que ma fille ne souffre pas de ce jugement de ce médecin conseil qui ne... enfin, franchement, excusez-moi, mais ce ne sont pas des médecins, hein. Bon, soit. Voilà. Et après, il a dit, et de toute façon, la décision sera unilatérale. Si vous voulez vous plaindre, vous avez qu'à alors faire un recours. Il se fait que 2 jours plus tard, j'ai eu quelqu'un au téléphone en disant, on s'excuse, on s'imaginait pas que c'était si sérieux. Enfin, bref, c'est Elle a changé de visage. ouais, ce sont des ressentis comme ça. Alors là, moi, je l'ai vécu, enfin, mon mari et moi, on l'a vécu pour notre fille, mais j'imagine bien que vous, patient, qu'est-ce que ça doit être encore plus terrible d'avoir ça. Et alors, le parcours a été que, je ne sais pas si vous avez dû vivre ça, mais pendant des années, on a dû justifier qu'on n'était pas capable de payer les médicaments. Et puis, pendant des années, on a dû justifier que elle était toujours malade. Jusque, bon, voilà, maintenant, elle a, je crois, depuis ses 25 ans, ça a été vraiment reconnu comme étant. Donc, on n'a plus allez, c'est un peu ce mépris, je m'excuse de dire, c'est ça, d'un médecin Ah, qui ça, n'est, c'est une sensation. oui, enfin, sorry de dire ça comme ça, mais qui a un peu à l'air de dire, bon, vous voulez profiter d'un système alors que nous, on ne demande rien, si on pouvait, on préférerait ne pas en profiter, et encore si le mot profiter est très moche, quoi, donc, enfin, voilà. Donc, je pense que en tant que parents et vous en tant que patient proprement dit, c'est des épreuves qu'il faut vivre et c'est pas facile. Mais voilà, une fois que c'est derrière vous, bon bah le mieux qu'on peut espérer, c'est d'avoir ces médicaments qui aident le mieux possible et voilà, on a de la chance d'avoir quand même de la recherche sur cette maladie et Mhm. d'avoir des médicaments qui aujourd'hui permettent, bah voilà, on est à une espérance de vie qu'on nous avait pas du tout programmée, quoi. Donc voilà. Oui, je Ouais. pense que ça, c'est aussi très typique pour l'AHP. Moi, je savais aussi au début, maintenant, ça fait 15 ans que je suis malade et au début, c'était, ah, on ne sait pas, on va commencer avec 3 mois si vous avez vécu ça, quand tu réagis bien sur les médicaments. Et après c'était OK, peut-être quelques ans. Alors, c'était, je pense, 6 ans et maintenant, on est 15 ans plus tard. Et je pense que c'est vraiment lié au fait qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Et certainement, je pense, environ les années 2000, il y avait, euh, en fait, je pense, là, non, c'est pas la Commission, c'est au niveau européen qu'ils ont fait des législations qu'il y a beaucoup de recherches sur les médicaments orphanels, oui. Euh, et Orphelin, c'est ça. voilà, qu'on a les médicaments oraux et ça change vraiment, ça a vraiment changé le mode de vie pour les patients et aussi on voit vraiment les histoires que les patients au début, ils ont eu le message qu'ils pouvaient vivre pour 1 an, 2 ans peut-être et maintenant ils vivent 10, 15 ans avec cette maladie. Donc ça, et on voit que ça déroule encore de Mhm. plus en plus, que ça change vraiment. Bon, c'est très intéressant pour voir, mais bon, je n'aimerais pas d'être le sujet de ça, mais bon. Donc, en même temps, si tu es là-dedans, c'était très courageux de voir qu'il y a beaucoup de recherches qui est fait pour l'instant et qui étaient fait les années passées. Donc,
c'est ça, peut-être professeur de Wachter, Oui, tu la voyais aussi, je pense, la changement pour les patients. radicalement, oui. Je voulais vous remercier pour tous ces beaux témoignages, parce que c'est ce qu'on ressent, nous, comme médecins, quand les patients arrivent. Cette errance thérapeutique avec malheureusement de nombreux contacts avec différents spécialistes, pneumologues, cardiologues, rhumatologues, parfois internistes. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et on essaie de sensibiliser beaucoup les collègues avec qui on travaille avec des séminaires pour les, les sensibiliser à la maladie, leur apprendre aussi, voir pour la prise en charge aussi de ce qu'on appelle la dyspnée, la difficulté respiratoire d'origine inexpliquée. C'est-à-dire que quand on ne sait pas et qu'il y a une plainte, il faut l'écouter, il faut aller plus loin, chercher et essayer de trouver. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de patients qui viennent pour ça. Et alors, on tombe parfois sur une hypertension artérielle pulmonaire où on a un autre diagnostic, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, qui est un diagnostic parfois également difficile. Et c'est sûr que dans les années 2000, il y a eu un boom radical du nombre d'études cliniques avec l'émergence de toutes ces thérapies auxquelles on a accès, qu'ici les trois voies thérapeutiques principales. Ici, il faut se dire que moi, je me rappelle de mes débuts où effectivement, on avait peu de traitements, on avait je sais pas, une molécule par voie Hmm. ciblée, avec des profils aussi de patients qui étaient, comme on disait, très purs, c'est-à-dire avec peu de comorbidité. Donc, c'était souvent des jeunes femmes qui étaient malades sans comorbidité. Donc, maintenant, on voit effectivement que les études cliniques sont en plein boom encore. On a plein d'études cliniques en cours avec des nouveaux médicaments qui arrivent incessamment sous peu, on va dire, hors, euh, on va dire, programme compassionnel qui donne beaucoup d'espoir, je pense, pour nos patients. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Pouvoir y avoir accès, on attend les modalités de remboursement avec impatience pour pouvoir implémenter les traitements. Mais donc, on a des nouvelles armes thérapeutiques qui sont euh, à venir et qui seront mises en place incessamment sous peu l'année prochaine. Et alors, plein d'études cliniques avec des nouveaux systèmes d'administration, notamment par voie inhalée, etc., avec potentiellement des perspectives bénéfiques à voir. On doit attendre les résultats. Et donc, c'est sûr que c'est important de pouvoir participer à ces études cliniques. Pour nous, pour vous, je pense, nous, c'est vrai que dès le premier contact, on essaye, lors du suivi, de parler des études cliniques, parce que ça veut dire qu'à un moment, un jour, ce sera proposé dans le parcours d'un patient. Et c'est grâce au fait que d'autres patients ont accepté qu'on peut mettre les patients sur ce type de traitement et vous pouvez en bénéficier, entre guillemets, j'aime jamais le terme bénéficier, mais c'est pouvoir avoir des armes pour lutter contre la maladie, essayer de la contrôler le mieux possible. Et alors, c'est vrai qu'on aime bien aussi participer dans les deux centres de référence. On a cette possibilité, c'est qu'on a aussi de la recherche fondamentale au laboratoire avec des modèles expérimentaux, animaux, des cultures cellulaires pour rechercher les mécanismes physiopathologiques sous-jacents et de nouvelles cibles potentielles, essayer de mieux comprendre aussi l'efficacité de certains traitements. Euh, donc, c'est vrai que je crois qu'on est partenaire. Moi, je vois toujours le contact avec les patients comme une équipe. On est une vraie équipe, on est solidaires et on travaille ensemble pour lutter contre la maladie et pour pouvoir vivre en parallèle. Les patients doivent vivre avec la maladie, mais pouvoir avoir les armes pour et tout le temps se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et c'est vrai que les essais cliniques, je pense que ça, c'est l'ouverture vers de nouvelles voies et on le voit avec le nouveau traitement qui arrive, qui est effectivement le sotatercept, qui Hmm. va, on l'espère, changer notre façon même de suivre les patients peut-être, parce que s'ils vont bien, peut-être que on aura un suivi à un moment plus espacé, on ne sait jamais. Donc ça, c'est Hmm. l'avenir, quoi. L'avenir nous le dira. Il y a de nouveau Hmm. une étude qui est arrivée avec le sotatercept. Donc, l'étude intérimaire a montré des effets bénéfiques et donc c'est stoppé déjà à ce stade-ci parce qu'il y a des effets tellement bénéfiques qu'on ne doit pas continuer l'étude et donc on ne doit pas inclure plus de patients avec notamment cette nouvelle thérapeutique. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ces témoignages parce que nous, on ne vit pas la maladie, mais on la vit au travers de vous, donc au travers de votre perception. Et je pense que le problème, c'est le manque d'écoute. Le corps médical comme le corps paramédical juge parfois trop vite
à mauvais escient. Il faut en fait écouter. Quand il y a des plaintes, les gens ne se plaignent pas pour rien. Il faut chercher. Après, si on a exclu les choses, alors parfois, on doit se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres choses qui jouent, mais il faut avoir exclu tout pour pouvoir arriver au fait qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente. Et on part souvent du principe, nous aussi, c'est pas parce qu'on n'a rien identifié à un moment, au temps zéro, qu'en fait, il n'y a rien qui se développera par la suite. Parce que notamment dans l'hypertension artérielle pulmonaire, on peut avoir des examens qui sont relativement banaux au départ, et on réévalue les patients 3 à 6 mois après. On refait un cathé, on refait une écho, une ergo, une prise de sang avec un dosage de NT-proBNP, et là, les choses changent. Donc moi, j'avoue que dans notre suivi, on a tendance, même si on ne trouve rien, moi, je suis les patients et je vois s'il y a quelque chose qui évolue. Et c'est pas rare qu'il y ait quelque chose qui change à un moment donné et qu'on identifie la maladie, mais qui était tellement un bas bruit que parfois on l'identifie pas avec tous les critères qui définissent la maladie. Et donc, je pense que ça, c'est le mot aussi, c'est par rapport aux collègues, quand on va exposer, c'est oser discuter avec nous, nous appeler un petit coup de téléphone, un mail, euh, préférer un patient, on le voit à la consultation, etc. Ça, c'est l'objectif qu'on a. Si ça, la situation est critique, ben, un transfert à l'hôpital. Et donc, ça, c'est notre stratégie. Moi, je trouve que ce qu'il faut, c'est communiquer. Communiquer avec les patients, communiquer avec les autres partenaires des soins de santé et sans jugement, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Et c'est ça qui permettra, je pense, d'aider le plus de patients possible. Je vois que c'est vrai qu'en faisant ces séminaires, on a de plus en plus de collègues qui réfèrent. On a des jeunes qu'on forme dans l'hôpital et ils vont travailler ailleurs. Et en fait, ils nous recontactent parce qu'on bah, on a des affinités avec eux puisqu'on les a formés. Et c'est comme ça qu'on a, je trouve, de meilleurs en fait, référencements plus rapides avec moins de perte de temps. Voilà. Il ne faut pas Oui, hésiter si vous avez des questions, on est là. Hein, on est toujours... oui, c'est ça. C'est le moment, tout le monde, pour Mhm. demander. Ronnie? Oui, moi j'ai une question. En fait, au début, j'étais diagnostiqué, je me suis intéressé, voir un petit peu ce que j'ai quand même. Et j'ai eu l'occasion de croiser le professeur Imbert en France. Et Mhm. lui me disait que en fait, l'HTAP, en général, dans les cas, est idiopathique. C'est parce que nous, on est idiots, mais apparemment, c'est vous qui êtes idiots, je ne savez pas d'où ça vient, entre guillemets. Ah oui. Euh, En fait, je me dis, donc, moi, je suis suivi par une cardiologue et j'ai une hépatite C. Donc, en fait, elle a tendance à me dire que ça pourrait venir du foie parce qu'en fait, le foie est j'ai une cirrhose du foie, etc., parce que le foie, suite à l'hépatite C, j'ai un foie hépatique, etc., et qui a mal tourné. Et l'hépatologue, lui, me dit que ça vient de ma malformation congénitale. Ma question est dans le sens que, au niveau de la recherche, en fait, comme on ne sait pas l'origine de la maladie, entre guillemets, qu'est-ce qui permet de cibler la recherche dans un sens ou dans l'autre, ou bien alors c'est vraiment, on fait un grand test et on élimine au fur et à mesure les possibilités ou les non-possibilités. Alors, dans leur pratique, à l'époque, on n'avait pas de test très large pour tout ce qui était biologique. Donc, en fait, il fallait se poser des questions par rapport à des molécules qui étaient potentiellement impliquées dans ce qu'on appelle la vasoconstriction de manière relativement large. On avait plus de connaissances sur la circulation systémique. Et donc, en fait, ce sont ces molécules-là qui étaient connues dans la circulation systémique qui ont été testées. Mais il faut savoir que la circulation pulmonaire est bien différente de la circulation systémique. D'ailleurs, on n'utilise pas les mêmes drogues pour euh, une hypertension artérielle systémique par rapport à une hypertension pulmonaire. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu en fait différentes études pour identifier quels étaient les marqueurs, notamment sanguins, qu'on pouvait identifier chez certains patients. Et il y a eu aussi des études qui ont été faites sur des cellules, parce qu'on a des cultures cellulaires, même de patients qui sont transplantés pulmonaires. On peut obtenir en fait des explants de poumons et on peut mettre en culture les cellules de patients qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui ont été greffées, et on peut identifier des cibles comme ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques qui sont notamment des techniques qu'on appelle de multiplex, où on peut faire même des analyses sanguines sur quelques microlitres de sang dans un protocole de recherche où on peut analyser une série de molécules. Ça peut aller jusqu'à parfois 1000 molécules, beaucoup de molécules. Alors là, c'est, comme on dit, une grande soupe. Donc, mon promoteur de thèse, qui était le professeur Naillet,
disait toujours que c'est dangereux parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'on recherche. Mais à l'échelle de l'hypertension artérielle pulmonaire, comme en fait, on ne connaît pas le primum movens, je pense que ça vaut la peine de regarder et de voir si on trouve de nouvelles cibles. Et c'est comme ça que les industries pharmaceutiques développent des molécules, parfois des petites industries, développent des molécules qui sont testées, alors idéalement en phase préclinique sur des modèles animaux, des cultures cellulaires, etc. Mais souvent, ça passe souvent chez le patient directement. Et donc, c'est vrai que idiopathique, c'est un terme un peu particulier. J'ai toujours trouvé ça, parce que quand j'étais jeune étudiante, je me disais, c'est un peu bizarre de dire idiopathique. Effectivement, c'est de cause inconnue. On n'identifie pas la cause. Et même si dans les formes d'hypertension artérielle pulmonaire associées, on connaît les maladies qui sont associées, en fait, on ne connaît pas non plus très bien les mécanismes sous-jacents qui donnent la maladie. Donc, par exemple, dans les hypertensions artérielles pulmonaires associées à la cirrhose, plus particulièrement à l'hypertension portale, parce qu'il faut de l'hypertension portale pour qu'il y ait développement potentiellement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et qu'est-ce qui donne en fait cette hypertension artérielle pulmonaire? Le médiateur qui donne ça, bah, pour l'instant, on n'a pas de piste vraiment très claire. De Donc régulatoire, ouais. tout reste relativement flou. Donc c'est vrai que le primum movens au jour d'aujourd'hui, on ne le connaît pas, quel que soit entre guillemets euh, le type même d'hypertension pulmonaire. Euh, Parce que si vous regardez le groupe 2, pourquoi certains patients ont parfois une résistance vasculaire pulmonaire qui est augmentée, donc ça c'est la composante précapillaire, peuvent avoir une résistance qui augmente, bah, on a des supputations sur des mécanismes, mais on n'est pas sûr. Dans le groupe 3, ce sont les maladies pulmonaires, bon, on ne sait pas non plus exactement. On connaît les mécanismes physiopathologiques larges, mais les mécanismes biologiques sous-jacents ne sont pas très clairs. Et dans le groupe 4, ce sont les maladies liées aux embolies pulmonaires à répétition. Pourquoi ces caillots se transforment en tissus fibreux? Ça reste encore relativement énigmatique. Et donc, c'est vrai que pour finir, les traitements se font plus par identification de cibles. On teste les molécules, on voit si ça marche. Si ça marche, on est content. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Mais on n'a pas encore trouvé la molécule qui cible la cause. Alors, avec les nouvelles molécules qui ciblent plutôt le remodelage plutôt qu'un effet vasodilatateur, on voit quand même que les effets sont notables, en fait. Hein. Et que probablement que les traitements qu'on a actuellement, pas donc le sotatercept, ben, ça joue plus sur la vasodilatation que vraiment sur le remodelage. Mais le nouveau traitement, ça va jouer sur le remodelage. Donc, additionné ensemble, ça va avoir un effet effectivement qui est très probablement bénéfique. Hein. En tout cas, on a quelques patients qui sont sous la molécule et on a des améliorations qui sont notables. Et on est très content pour nos patients. Donc, espérons qu'on puisse le plus possible pouvoir l'implémenter dans les traitements actuels des patients qu'on suit. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en recherche. Mhm. On s'en rend compte. Ok, Oui, merci pour l'explication. C'est top. Certainement. avec plaisir. Et là, on a touché un peu la classification aussi, car ça, euh, on a compris dans l'enquête que pas tout le monde comprend bien dans quelle classe ou dans quel groupe qu'ils sont. Donc, mais tu l'as nommé tous, les 5 groupes qu'on a, mais les deux plus importants sont celui de HDAP et celui de CITEF. Oui. C'est les deux groupes qui sont rares, mais c'est très important que les patients, qu'on sait bien dans quel groupe qu'on est, car Mhm. ça change vraiment le traitement qu'on a là, à ce moment-là. Parce qu'effectivement, le fait de savoir le groupe dans lequel on est, ah ben, on sait les différentes modalités thérapeutiques qui vont être proposées, parce que ce ne sont pas les mêmes modalités thérapeutiques. Et ce sont effectivement les deux groupes dans lesquels il y a un traitement spécifique à instaurer. Et ce n'est pas tolérable qu'il n'y ait pas de traitement commencé chez les patients pour lesquels on fait un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire ou d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Mais ça arrive que certains médecins pensent, notamment dans la CITEF, dans le groupe 4, qu'il n'y a pas de traitement. Je croise encore certains collègues qui disent ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller parler, expliquer qu'il y a des traitements, que les traitements changent aussi. Et donc, le pronostic des patients change. Moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune, je voyais les patients décédés. Maintenant, je Mhm. les Ouais. accompagne. Ils vieillissent avec moi. Donc, à chaque fois qu'on se voit à la consultation,
ah, on est content parce qu'on vieillit ensemble. Et effectivement, on les connaît, on voit la famille évoluer parce que bon, on suit la famille, puisqu'on se voit tellement souvent tous les 3 à 4 mois. Ça veut dire qu'on suit le parcours de chacun parce qu'on se connaît mutuellement pour venir. Et c'est ça qui est aussi magique. Et on sait tout de suite quand ça va pas. Il n'y a pas beaucoup de dialogue à avoir. D'abord, on le voit. Et puis, les patients nous le disent tout de suite. Donc, ça, Ouais. c'est, je pense que dans le suivi, pour nous, c'est quelque chose de très enrichissant parce que c'est vraiment l'équipe, quoi. C'est, c'est se connaître, apprendre à percevoir les symptômes précoces, les signes cliniques précoces pour pouvoir justement anticiper la survenue d'une insuffisance cardiaque droite aiguë et éviter une hospitalisation, etc., par un incrément simplement de diurétique en ambulatoire. Vite pouvoir faire un bilan de réévaluation avec une forme de confiance. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas gai de faire un cathétérisme cardiaque droit, mais si on doit y aller pour pouvoir aller mieux, je crois que tous les patients disent oui, parce que ça se fait dans un climat de confiance. Alors après, c'est souvent moi qui fais les cathés droits parce que c'est mon dada, évidemment. Et donc, ça donne même l'occasion à certains patients qui me disent, ah, oh, mais comme ça, on se voit, on se revoit au cathé, c'est chouette, on pourra papoter. Bon, voilà. L'objectif, c'est de pouvoir aller mieux. C'est pas simplement papoter, mais ça fait partie de ce suivi conjoint, quoi. Ouais. Ouais, je préférais quand même pas de, de se voir dans Non, la salle de caté. non. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui sont d'accord pour refaire le cathé. Dès qu'ils se sentent pas bien et qu'on a identifié que on a Mm. tout exclu à côté, qu'il n'y a pas un autre élément intercurrent qui est venu, parfois de l'asthme, hein. Moi, j'ai plusieurs patientes, beaucoup de dames, qui ont de l'asthme en fait. Mhm. Mais la difficulté, c'est de voir est-ce que c'est lié, la difficulté respiratoire est liée à de l'hypertension artérielle pulmonaire, liée à une maladie thromboembolique chronique avec de l'hypertension pulmonaire. Et alors, parfois, on dépiste de l'asthme sur une ergospirométrie. On voit qu'il y a une limitation ventilatoire qui n'existait pas avant. Et j'ai pas de marqueur qui montre que c'est l'hypertension artérielle pulmonaire ou la CITEF qui évolue. Le NT-proBNP est bien, l'écho est bien. Donc, je renvoie chez les pneumologues et ils font des tests avec, par exemple, le souffle dans la cabine, les EFR avec de l'histamine. Et ils identifient effectivement un asthme qui est tardif. On met des puffs et tout d'un coup, bah, ça va mieux. Et ben, là, on a évité le 4C, quoi. Ouais. Mieux. Et au niveau des recherches pour, par exemple, éviter le cathé, je sais qu'ils ont fait des épreuves avec des échos. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge là ou on n'a pas touché la même Non, qualité? Non. Ah, on dommage. n'aura jamais la même qualité. Oui. Parce que l'écho, oui, ça se base vraiment sur des images dont la qualité est très, très variable et avec une forme d'imprécision. On peut être très bon échographiste et avoir des mesures qui ne sont pas fiables comme pour un cathé. Un cathé, ça donne beaucoup de... On a une très grande fiabilité quand on a l'habitude de le faire. On a énormément d'informations. En plus, on a des informations très précises sur les pressions, débits. On peut même challenger le système parce qu'on fait pas mal de tests, notamment avec des épreuves d'effort, éventuellement au cathé. Ça peut se faire, des tests de remplissage aussi, parce que comme je disais, les profils des patients changent. On a de plus en plus de comorbidités chez les patients, donc l'hypertension, un peu de diabète, dyslipidémie, etc. Et donc, on peut voir chez un patient même qui a de l'hypertension artérielle pulmonaire, parfois apparaître des traits qui sont liés à une diminution de la souplesse du cœur gauche, par exemple. Ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et parfois, on doit challenger le système. On doit mettre des liquides, ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, rien ne vaut le cathé. Ouais. Et les Ouais. cathés avec on va dire, une réalisation du cathé dans des centres de référence qui ont l'habitude pour que justement on ne doive pas répéter les cathés. Et surtout pour les diagnostics, parce que s'il faut faire le test ONO, il faut l'avoir, sinon on doit refaire le cathé, parce qu'on doit identifier les patients qui seraient répondeurs éventuellement au ONO. Donc, nous, Mm. on insiste sur le fait que quand il y a même une suspicion d'hypertension pulmonaire dans un autre centre, qui réfère pour qu'on puisse faire le cathé diagnostic et le suivi au cathé pour avoir un KT complet et qu'on puisse avoir l'intégration de l'ensemble des données qu'on peut obtenir au KT. C'est trop dommage de voir, on a parfois des patients qui ont un premier KT, puis ils ont été réévalués parce qu'on les a mis sous CPAP, ils ont un deuxième KT alors que c'était une HTAP, et puis ils arrivent chez nous, ils n'ont jamais eu de NO,
on doit refaire le KT parce qu'il y a X temps avant le référencement, par 6 mois, 9 mois, et on fait le KT, on fait le test ONO, et là, on va dire 15 jours, même pas, presque une semaine, tout le traitement est mis en place, parce qu'au bout de 3 jours, on a le diagnostic, on revoit les patients à la consultation, on explique le diagnostic, on met le traitement en place, donc en moins d'une semaine, quasiment, on a tout qui est mis en place, donc il faut arrêter de perdre du temps, quoi. Je pense que c'est ça qu'ils doivent comprendre. Et les KT doivent être faits par des gens qui ont l'habitude, parce qu'il y a des erreurs qu'on peut faire, qui sont liées au fait de ne pas en faire beaucoup, parce que on n'a pas l'habitude, on est moins rigoureux, je pense. Et c'est vrai que dans les centres de référence, on a beaucoup l'habitude de faire les KT, on fait aussi les KT pour les études cliniques où il faut une très grande rigueur, etc. Donc, je pense que les centres doivent comprendre qu'il faut référer, au moment où on pense KT, il faut référer chez nous, quoi, rapidement. Mhm. Oui, aussi pour les patients, il ne faut pas Ah avoir oui, deux fois un ah KT. non, ça Donc, n'a aucun sens. oui, voilà, c'est ça. C'est mieux de faire une qui est directement bon. Oui. Donc, et je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des questions ou qui veulent Oui, moi j'ai encore des une choses. question. Oui. Ça fait longtemps et j'ai jamais eu vraiment de réponse. Est-ce que c'est maintenant finalement une maladie génétique? Je parle pas ici de la version familiale qui est génétique, mais quand on vous dit idiopathique, donc pour ma femme, les deux parents ont été testés, test sang, mes deux fistons aussi. Euh, Apparemment, j'ai une fois demandé les petits-enfants, non, c'est pas transmissible. Mais ma femme était complètement isolée, alors d'où ça vient? Donc elle avait une idiopathique en tout cas, hein. Normalement, on doit considérer idiopathique si on exclut en fait une origine héréditaire. Donc avec les mutations qui sont identifiées au jour d'aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une série de mutations qu'on doit rechercher, mais il y a peut-être des mutations qu'on ne connaît pas. Donc au jour d'aujourd'hui, les HTAP idiopathiques sont celles qui sont non liées à une histoire familiale, qui ne se développent pas à un jeune âge et où on exclut les mutations classiquement rencontrées dans l'hypertension artérielle pulmonaire héréditaire. Mhm. Mais c'est sûr que c'est en fonction des connaissances qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le panel de gènes qui sont analysés maintenant eh ben, est différent de celui il y a 5 à 10 ans. Oui, il y en a Il y a plus, beaucoup... hein. Voilà, exactement. Et donc, c'est vrai que dans les centres, par exemple, dans le centre Erasmus où on travaille, ben, on fait le panel de base et parfois on élargit un petit peu en fonction de ce qu'on pense. Évidemment, ça a toujours un coût, mais ça, c'est l'hôpital qui assure, hein. Et on identifie parfois des mutations avec des variants qui sont différents. On peut avoir un même gène qui est muté, mais qui est muté d'une manière différente et qui va s'exprimer de manière différente. Et les gènes sont pas suffisants, certains ne sont pas suffisants pour développer la maladie. Il faut souvent Non. un deuxième hit, on dit, une deuxième agression qui va en fait éveiller le gène sous-jacent et qui va s'exprimer. Et donc, c'est pas parce qu'on est porteur d'un gène qu'on va développer non plus la maladie. Ah, Et ouais, ça, c'est toute la ouais. difficulté. Et donc, on découvre en fait en permanence des nouvelles mutations. Et ça, c'est au gré de la recherche, effectivement. Et ça va pas être beaucoup de cas, ça va être un cas dans un centre. Et ce qui est bien, c'est que ces cas soient publiés ou mis dans une base de données, entre guillemets, qu'on pourrait partager plus largement à l'échelle européenne, mondiale, idéalement. Et donc, c'est vrai que dans notre centre, quand il y a des mutations un petit peu particulières, ben, l'équipe qui s'occupe de la génétique, donc c'est le docteur Chomette et le professeur Bondu, qui s'occupe plus de la partie cardiogénétique, eh bien, ils publient les cas. Et donc, on participe à ces travaux pour les identifier pour qu'on puisse les regrouper. Donc, on voit s'il y en a d'autres dans d'autres centres qui sont publiés, on en parle et on identifie le type de patient qui porte ce type de gène pour voir, eh bien, est-ce que le variant, tel variant, donne plus d'émergence de maladie ou, en fait, il n'est pas d'office lié au développement de la maladie, mais il est présent. Parce que peut-être qu'il y Mhm. a parfois, on peut avoir plusieurs mutations, plusieurs variants, etc. Mais effectivement, est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il ne parle pas, ou est-ce que c'est juste une signature qu'on voit qui est une particularité de notre génome, mais peut-être que ça n'a pas d'implication. Ça, c'est important à savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la voie du BMPR2, donc qui peut être mutée dans les formes héréditaires, elle est déficitaire dans, dans l'hypertension artérielle pulmonaire de manière générale.
ce qui fait que le sotatercept, justement, a un effet bénéfique dans l'hypertension artérielle pulmonaire, et pas que dans l'hypertension artérielle pulmonaire héréditaire liée à une mutation du gène BMPR2. Parce qu'on sait que cette voie-là, elle est déficitaire de manière générale dans l'hypertension artérielle pulmonaire, indépendamment d'une mutation identifiée. Mhm. Ok, merci. Non, avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut demander quelque chose ou dire quelque chose? C'est le moment. Mm. Non, je pense pas vraiment. Alors, vois qu'on est déjà 20h30 passé. Peut-être que on dire encore une petite chose sur les perspectives pour peut-être une prochaine série de webinaires. Donc, on a demandé quelque chose dans la questionnaire. Et là, on voit au niveau médical, il y a beaucoup de questions sur les différents types de médicaments. Il y a beaucoup de questions sur les thérapies de soutien, comme par exemple l'oxygène, et les effets secondaires des médicaments pour l'HP, euh, les nouvelles technologies. On a vu beaucoup de demandes et de dispos- dispositifs pour gérer les HP, les études cliniques, mais on a touché un peu ici, euh, et certainement de l'évolution de la maladie. Donc peut-être ça c'est quelque chose qu'on peut prendre pour une prochaine série. Au niveau de lifestyle, on a compris de gestion du stress. Ça c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de personnes. Le contrôle du poids et la repos et la récupération. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour tout le monde. Pour nous, on n'a pas beaucoup d'énergie, donc c'est très important de savoir comment on peut faire le mieux avec ce qu'on a. Et il y a quelqu'un qui a fait la suggestion pour un topic sur le voyager avec une HP. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très pratique. Donc voilà, à tout le monde qui a rempli la questionnaire, très grand merci. Ça nous donne quelque chose pour travailler avec et pour voir avec, avec le team d'Erasme, de voir comment on peut continuer avec les webinaires et avec quoi qu'on peut vous servir le mieux. Donc, merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup pour Professeur De Wachter, pour être là et pour les questions de tout le monde. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon fin de l'année. Donc, bientôt, vous pouvez trouver l'enregistrement de tous les webinaires sur notre site web. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez revoir, vous le trouverez là-bas. Bonne journée et Oui, bon, merci à tous. Bonsoir. Au Au merci. revoir. revoir. Bonne fête à tous. Au revoir.